Le gars a demandé à la princesse si elle croyait en l'amour. Elle fit une grimace surprise et répondit à la question par une question. « Je me demande s'il est ivre. » Kirona fut la première princesse de l'Empire Mihadas. La jeune fille lui a rappelé qu'il y avait une punition pour avoir bu de l'alcool pendant son service, et elle a commencé à menacer de le dénoncer à Marona. Le gars a répondu qu'il n'y avait rien qui puisse effrayer le chef des chevaliers, celui qui n'obéit même pas à la princesse. C'était le chevalier personnel de Kirona, Jade Eclipse. La jeune fille fit une terrible grimace sur son visage. J'ai été surpris de son audace, du fait qu'il était ouvertement conscient de sa désobéissance à la personne impériale et ne s'est pas repenti. Le gars a rétorqué qu'elle avait dit qu'elle aimait son impudence. Jade a insisté sur le fait qu'il n'était pas ivre. D'ailleurs, il a assuré n'avoir jamais bu d'alcool de sa vie. La jeune fille fit une grimace pensive. La princesse a remarqué que le gars se comportait un peu bizarrement aujourd'hui. Et si James Eclipse lui-même lui demandait soudain si elle croit en l'amour? Kirona demanda moqueusement au chevalier s'il envisageait de se marier. Il était indigné par son hypothèse. Le gars a tenu la fille par les épaules, bloquant ses attaques brusques. Je lui ai demandé de ne pas faire de tels mouvements, car il faut être plus prudent lorsque l'estomac n'est pas vide. Elle a demandé de ne pas parler de l'enfant comme s'il avait déjeuné. James lui a demandé de lui pardonner de ne pas pouvoir se souvenir du mot « grossesse », lui a-t-il demandé quand il lui a fait part de sa décision de se marier. La jeune fille a dit qu'elle le pensait à cause de sa question. Elle lui rappela qu'il aurait 22 ans cette année, le meilleur âge pour fonder une famille. Dans l'Empire Mihadas, sur ces terres où se déroulent les événements que nous avons décrits, régnait le matriarcat. Selon la législation locale, un homme doit soit être officiellement reconnu comme le père biologique de l'enfant, ou bien vous marier pour rejoindre, quoique difficilement, la famille de votre femme. La jeune fille se souvint de ce qu'il lui avait dit. Depuis peu, les jeunes chevaliers rêvent de plus en plus de se marier ou de devenir père d'un enfant. Le gars a demandé pourquoi leur conversation allait dans une telle direction, et il a quand même demandé à la jeune fille de répondre directement à sa question. La princesse y réfléchit, puis elle répondit qu'elle considérait la croyance en l'amour comme un pur non-sens. Elle a dit qu'il savait lui-même que ce n'était pas typique pour elle, qu'il insistait lui-même constamment sur le fait qu'il ne croyait pas à l'amour. Jade a dit qu'il croyait toujours en l'amour. Son visage rayonnait et son regard était rêveur. Kirona a commencé à lui crier dessus. Après tout, avant, il disait quelque chose de complètement différent. Mais le gars a assuré que tout est différent maintenant. La jeune fille a demandé ce que tout cela signifiait. James a dit que maintenant il voulait aller vers l'est et attraper le dragon. De cette façon, il avait l'intention de gagner la gloire et l'honneur. Le gars a déclaré avec confiance et fierté que ce chemin le mènerait au poste de chef de l'ordre chevaleresque. La jeune fille lui a demandé quel était le lien entre l'amour et l'honneur. Elle a rappelé que cette expédition partait demain. Mais le gars a affirmé que c'était important pour lui. Et il va prendre de longues vacances. Et la jeune fille se demandait qui la protégerait en son absence. Le chevalier a dit que pour cela, elle avait Maron et Zelda. La jeune fille a demandé si son nouvel amant se révélerait être un meurtrier. Dans ce cas, il lui a conseillé de ne rencontrer personne jusqu'à son retour. Le gars a assuré que les anciennes princesses ne feraient rien, car il les avait suffisamment intimidées. La princesse a dit qu'elle aurait bientôt un enfant, et ce ne sera pas facile pour elle dans un futur proche. Jade lui tenait la tête en soupirant. Il a affirmé que cette circonstance l'inquiétait le plus. Il lui a interdit de boire ne serait-ce qu'une goutte d'alcool. A demandé à Zelda de surveiller sa prise de médicaments. Jusqu'à ce que la naissance soit autorisée, il lui était interdit de monter à cheval. Il a dit que même s'il n'y avait pas d'appétit, mais la fille l'a interrompu à ce sujet, arguant que son absence est peut-être même pour le mieux. Puis elle a demandé plus sérieusement au gars qu'il partait vraiment, la laissant à la merci du destin. Il l'a confirmé avec un visage triste. La jeune fille a dit que pendant son absence, elle pourrait mourir. Mais il lui a assuré que cela ne devrait pas arriver. Elle a dit qu'il le savait parfaitement, qu'elle ne survivrait peut-être pas à la prochaine fièvre. Mais le gars lui a assuré qu'il reviendrait à temps. La jeune fille a dit que tout le monde était au courant de sa mort, mais qu'il ne savait pas quand elle arriverait. Le gars a rappelé qu'au cours des 5 dernières années, il n'était jamais en retard. Il a demandé à pouvoir lui dire au revoir. La princesse regarda Jade en silence pendant un long moment avec les yeux humides. Mais elle a retenu toutes ses émotions. Le chevalier, debout sur un genou, s'inclina devant Kirona. Il lui a souhaité un accouchement facile. Il a insisté sur le fait qu'il voulait être avec elle tout le temps. Je lui souhaitais de ne pas tomber malade et de prendre ses médicaments à temps. La jeune fille le regarda. Le gars lui toucha le ventre rond. Il a promis qu'il prierait pour eux deux. Je voulais qu'elle et son enfant soient toujours en sécurité. La princesse réfléchissait.
Il regardait toujours son ventre avec hostilité. Mais apparemment, il ne détestait toujours pas l'enfant. Et maintenant, le gars s'est pressé contre son ventre et a dit que papa reviendrait bientôt. La princesse recula et commença à crier après le chevalier pour qu'il ne plaisante pas ainsi, que depuis qu'elle lui pardonne tout, il n'a jamais appris à voir les limites de ce qui est permis. Elle lui rappela qu'il n'était même pas encore marié. Et dans ce cas, toutes sortes de commérages inutiles peuvent survenir. Mais le gars a affirmé qu'il n'allait toujours pas se marier. Jade rappela à la princesse qu'elle allait elle-même lui confier l'enfant dès son accouchement. Et c'est lui qui va l'habiller, le serrer dans ses bras, le bercer dans ses bras et l'apaiser en pleurant comme un vrai père. La jeune fille s'est calmée et a dit qu'elle avait simplement peur que quelqu'un ne les comprenne mal. Elle a admis qu'elle-même ne sait pas exactement qui est le père biologique, mais ce n'est certainement pas lui. Le gars a dit qu'il savait très bien tout cela. Mais cela ne lui importait pas car l'enfant était toujours une princesse. Et cela signifiait que c'était la même chose que la sienne. Kirona voulait dire autre chose au chevalier. Mais lui, continuant à se mettre à genoux devant elle, lui demanda de ne rien dire de plus. Le gars toucha doucement les doigts de sa main. Et puis il lui apporta un pinceau et l'embrassa. Il a dit que peu importe ce qu'elle voulait lui dire d'autre, il avait promis de l'écouter à son retour. 6 mois plus tard, par une des journées ensoleillées et claires, le chef de l'ordre chevaleresque fit un rapport à l'impératrice. Il a déclaré que la composition actuelle du détachement compte le plus petit nombre de victimes. Il a également rapporté qu'ils avaient récupéré de nombreux trésors. Le visage de l'homme était couvert de cicatrices de combat. C'était Maronda. Une larme apparut sur sa joue. Il a cependant signalé que Jade Eclipse avait disparu. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas pu retrouver son corps. 5 ans se sont écoulés depuis. La fille m'a demandé pourquoi je repassais par ici. Elle a assuré que cette candidate était plus jolie que les autres. Mais la princesse dit qu'elle ne l'aimait pas. La brune a assuré que son visage n'était pas du goût de la princesse. Cela ne signifiait pas du tout qu'il ne pouvait pas devenir un bon père pour son Altesse Julia. C'était Zelda Black, escortant le chevalier de Kirona. Elle a demandé à la princesse de voir plus grand, rappelant qui le demandeur était déjà sur le compte en tapant du poing sur la table. Kirona a attiré l'attention de Zelda, qu'elle voyait en elle une personne sans scrupules qui décide de l'avenir de sa fille selon ses goûts en matière d'homme. La princesse a admis qu'à cause de ceux qu'elle n'aimait pas, elle ressentait un sentiment d'inconfort. Le chevalier demanda s'il y avait des hommes que son Altesse considérait comme beaux. Kirona lui a demandé de regarder Yuli. Et si une personne semblable à elle apparaît, elle confirmera le niveau qui correspond à une fille. Le chevalier commença à agiter les bras. Elle a affirmé que son Altesse Yuli se comporte ainsi maintenant parce qu'elle est une copie de sa mère. Et comme il est difficile de retrouver son père biologique par son visage, des agitations inutiles se produisent. Zelda a fait valoir que si elle essayait au moins, il y aurait de l'espoir que quelqu'un puisse prendre la place de son vrai père. La princesse a fait valoir que le requérant ne serait toujours pas en mesure de s'en sortir. Son Altesse a affirmé qu'elle mourrait bientôt. Il est donc nécessaire de trouver un père plausible par tous les moyens nécessaires. Visage, famille, conditions, caractère, tout chez lui devrait être idéal. Décida le chevalier, puisque son Altesse Kirona avait commencé à en parler. Elle a rapporté que sa fille s'est régulièrement intéressée à l'identité de sa mère. Zelda a rapporté que la jeune fille avait l'habitude de se promener seule dans le bureau de Kirona. Elle frémit involontairement. Le chevalier assura que la jeune fille était intelligente au-delà de son âge, et le fait qu'une personne très semblable à elle se présente à la porte. Elle a probablement déjà deviné qui était sa mère. La jeune fille a dit à son Altesse qu'elle ne pouvait pas se cacher éternellement. Elle a répondu qu'elle savait tout cela. Mais elle ne pouvait pas rester longtemps près de l'enfant. Et si Yuli s'attache à elle, cela pourrait lui faire du mal. La princesse a assuré que la jeune fille, heureusement, faisait partie de la famille impériale. Il y aura donc quelqu'un pour s'occuper d'elle. La princesse Kirona a déclaré que Yuli n'était donc pas sa fille, mais une enfant de l'Empire Mihadas. Zelda a même regretté d'avoir elle-même évoqué le sujet de cette conversation. Et la princesse, allongée sur le canapé, lui répondit que, puisqu'elle avait tout compris, elle l'envoyait s'occuper de ses affaires. Le chevalier était contre la fin de la conversation. Elle a affirmé qu'ils avaient eu une conversation très amusante, et elle m'a demandé de vous parler du type idéal pour le rôle de père pour une fille. La princesse a dit qu'il devait être beau, de grande taille et avec des traits du visage clair. Le chevalier nota rapidement tout dans un cahier avec un crayon. Kirona a ajouté qu'un homme ne devrait pas être arrogant, qui est forcément fidèle et obéissant comme un chien. Et ses cheveux ne sont de préférence pas d'une couleur brun foncé brillant. La brune a précisé la couleur des yeux du candidat recherché,
pensa la princesse d'un air rêveur. Elle a répondu qu'il devrait avoir des yeux bleus foncés plus proches de la couleur indigo. La princesse se souvient du moment où elle a dit au revoir à Jade. Comment elle a redressé sa frange marron clair de ses yeux bleus foncés. Le chevalier trouva étrange qu'une certaine personne lui vienne à l'esprit, se souvenant que dans un passé lointain, il y avait un tel type parmi ses jeunes collègues. Et son nom était Jade Eclipse. Kirona a affirmé qu'en vivant une vie où la mort était déjà prédéterminée, elle avait réalisé une vérité, que même si une personne disparaît, la vie continuera comme d'habitude. Et peu importe à quel point une personne souffre, tout le monde finira certainement par s'y adapter. Elle était consciente qu'elle était toujours triste et qu'il lui manquait. Mais elle n'en voyait pas l'intérêt, car elle s'attendait à sa propre mort. La princesse se tenait à la fenêtre. Cela faisait 5 ans qu'elle n'avait pas vu ce type pour la dernière fois. Elle a demandé à Zelda de lui dire quel genre de personne était Jade Eclipse. Le chevalier a dit qu'il était fou amoureux. Elle a demandé à son Altesse si elle n'avait vraiment aucun sentiment pour Jade. Kirona lui a dit que maintenant cela n'avait plus d'importance, que le gaz est mort et qu'elle va bientôt mourir, et quand tout arrivera, tout finira. Le chevalier assura qu'elle détestait simplement quand la princesse parlait ainsi. Elle a assuré qu'il serait préférable qu'il les accompagne à la recherche d'un remède. Et puis, il pourrait aider en cas de situation imprévue. Le chevalier dit que Jade avait tort, quand il a laissé son Altesse seule et est allé vers la mort. La conversation fut interrompue par l'entrée d'un domestique. Les 2 filles tournèrent la tête dans sa direction en même temps. Il a annoncé à son Altesse que M. Jade Eclipse était de retour. Ils ont donné l'ordre d'ouvrir la porte. Le petit Yuli fut surpris que l'invité soit de nouveau arrivé. Elle regarda le groupe d'hommes de loin, rêvait du cadeau qu'ils lui ont apporté cette fois. La jeune fille, depuis sa cachette, regardait le nouveau venu. Elle a noté que l'invité d'aujourd'hui est beaucoup plus jeune et plus beau que tous les précédents. Le sac sur lequel le bébé était appuyé a commencé à glisser sur le côté, et la fille a crié et roulé. Les hommes se précipitèrent à son secours. Elle ferma les yeux de peur, et lorsqu'elle l'ouvrit secrètement, elle était déjà dans les bras de cet inconnu nouvellement arrivé. Il l'appelait Kirona, mais le gars à côté de lui a assuré à Jade que ce n'était pas elle. La jeune fille, complètement enhardie, se présenta. « Je m'appelle Yuli. » Et elle était très surprise qu'ils ne la connaissent pas. Le chevalier a dit qu'il était en retard pour le spectacle. Il a dit qu'il était l'escorte légale de son Altesse Kirona, qu'il partait en campagne militaire et qu'il est maintenant rentré chez lui. Il a assuré qu'ils s'étaient déjà rencontrés alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. La jeune fille le regarda avec des yeux grands ouverts de surprise, pleine de joie. Yuli réalisa que cet homme connaissait peut-être celui qui lui avait donné naissance. Elle a dit que cela signifiait qu'il n'était pas leur invité. Le gars n'a pas compris ce qu'elle voulait dire. Le chevalier commandant était pressé de dire quelque chose à Jade, mais la jeune fille a exigé de répondre à sa question. Est-il un invité ou pas? Jade a répondu que s'il avait bien compris le sens de ce mot, alors il était exactement cela. La jeune fille a demandé qu'il aimerait aussi devenir son père. Le gars a répondu que ce n'était pas le cas parce que Dieu pourrait être en colère contre ses mensonges. Il emporta la jeune fille dans ses bras. Le chevalier dit cependant qu'il devait d'abord faire quelque chose. Yuli lui demanda innocemment à nouveau. La princesse Kirona s'est dépêchée de rencontrer le gars. Zelda était derrière la maîtresse, se couvrant la bouche de sa main par excès d'émotion. Le bébé, étant dans les bras du gars, pressé contre sa poitrine, entendit le rythme de son cœur qui battait rapidement. Elle réalisa qu'il était nerveux. La princesse s'arrêta à une distance respectable devant Jade. Elle a demandé avec colère pourquoi il était venu seulement maintenant. Le chevalier a dit qu'il était venu parce qu'il l'aimait. Dans l'Empire Mihadas, lorsque la princesse Kirona avait 12 ans, elle s'est allongée sur le lit et s'est plainte d'avoir chaud. J'ai appelé quelqu'un à l'aide. Il l'a pris dans ses bras. Il lui a demandé à quel point elle souffrait. Elle a dit que c'était très douloureux. Mais selon la mère, les membres de la famille impériale ne devraient pas pleurer. La créature à capuche a dit à la jeune fille qu'elle pouvait pleurer, qu'elle a encore 12 ans. Il gardait sa main sombre sur son front. Il a dit que son corps semblait en feu. L'enfant a demandé qui il était, et elle attrapa le manteau avec sa main, exigeant une réponse de sa part. La créature répondit qu'il était toujours curieux de savoir à quoi elle ressemblait. Il s'est avéré que la jeune princesse a dépassé toutes ses attentes. Il caressa la tête de la jeune fille. Il a dit qu'elle était beaucoup plus charmante et plus douce qu'il ne le pensait auparavant. La princesse reculait de toutes parts à ses attouchements. L'entité a dit qu'il l'aimait tellement qu'il aimerait l'emmener avec lui pour toujours, afin que lui seul puisse l'admirer. La jeune fille a demandé qui il était. Debout près du lit,
La jeune fille médecin prononça des paroles décevantes à l'impératrice. Qu'est-ce que la tétrafièvre? Et à l'heure actuelle, c'est incurable. La mère de la jeune fille se mit à crier après le meilleur médecin de l'Empire. Comment ose-t-elle traiter sa fille avec un tel dédain? Il était évident que la jeune fille avait peut-être attrapé froid en jouant le matin. Mais le médecin a assuré qu'elle ne pouvait pas s'allonger juste devant son Altesse. Et elle lui a demandé si elle savait de quel genre de maladie il s'agissait. La jeune fille a entendu toute cette conversation. Le médecin a dit que la tétrafièvre est aussi appelée le murmure des 5 démons. Il s'agit de la première maladie de l'histoire à comporter 5 stades de développement. Il est impossible de prédire une augmentation de la température. Dans ce cas, l'intervalle entre les attaques ne peut pas dépasser 1 an. Le médecin se tenait près du lit de la princesse et lui racontait des choses sérieuses. C'est en plus tout ce que l'on sait sur la maladie. C'est qu'avec la 5e fièvre vient la mort. La jeune fille a demandé à Emma la raison de son honnêteté. Elle a supposé que c'était sa mère qui aurait pu commander celui-là. Mais le médecin a dit que la mère était contre leur conversation, et elle-même a insisté sur lui. La femme a dit que puisque tout est prédéterminé, il vaut mieux être informé à l'avance, qu'ils n'ont pas le droit de la priver de connaissances sur sa propre maladie, simplement parce qu'elle est encore très jeune. Emma a dit que c'était son avis médical, et elle s'inclina devant la fille. Elle avait un air désespéré sur son visage. Kirona répéta le nom de sa maladie, murmure des 5 démons. Elle comprit que ce jour-là, c'était le démon qui était venu la chercher. La fille a demandé à Emma, « De son point de vue médical, combien de temps peut-on vivre avec une telle maladie ?» Le médecin, après une pause, répondit que la princesse vivrait au plus jusqu'à 25 ans, mais elle devrait se ressaisir. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 13 ans, la vie de la princesse a complètement changé. Et maintenant, elle ne pouvait plus du tout appeler cela « la vie ». La femme de chambre se tenait à la porte, empêchant la jeune fille de sortir. La princesse demande à Marie de lui expliquer de manière claire et convaincante pourquoi devrait-elle sauter le cours de discipline de règne. La servante a dit que Sa Majesté s'inquiétait pour sa fille, mais la jeune fille était surprise que sa mère ait peur que le livre ne la mange. Marie hésita. Elle a déclaré que plus d'1 an s'était écoulé depuis la dernière attaque, et personne ne pouvait savoir quand la température de la jeune fille allait remonter. Kirona commença à crier. Elle a demandé à la femme de chambre de la regarder. Elle a demandé si elle avait l'air faible et malade. Marie ne répondit pas. Et la fille demanda une réponse. Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui est sur le point de mourir? La servante posa avec sympathie sa main sur l'épaule de la princesse. Elle dit à son Altesse avec un visage triste qu'elle non plus n'était pas contente de tout cela. Elle a dit qu'elle se souvient à quel point la jeune fille était brillante avant sa maladie, et combien de choses je voulais donner vie. Elle ne pouvait tout simplement pas croire que tout puisse s'effondrer d'un coup. L'impératrice avait déjà dit à sa fille qu'elle devait être nommée héritière du trône le plus rapidement possible. Contrairement à elle, sa fille possède des capacités inégalées dans les affaires militaires, et elle pourra non seulement défendre l'Empire, mais aussi d'étendre leur influence bien au-delà de ses frontières. Kirona a confirmé la vérité selon laquelle elle était la première princesse de l'Empire, et elle a assuré que si des rumeurs se répandaient sur sa maladie mortelle, elle leur causerait beaucoup de maux de tête et de problèmes. Marie pleurait, et la jeune fille lui a demandé de ne pas la traiter comme si elle était déjà morte, parce qu'elle était encore là parmi les vivants. Et à l'âge de 15 ans, au lieu d'avoir de la fièvre, la jeune fille a reçu la visite de quelqu'un d'autre. Puis elle dormit paisiblement dans son lit. Mais j'ai entendu un bruit et je me suis réveillée. Elle pensait que puisqu'elle n'avait pas de température, ce n'était pas cette personne. Et elle s'est retournée de l'autre côté. L'acier de la lame de l'épée brillait. La jeune fille recula en demandant qui il était. L'épée était coincée à côté de sa jambe. Le type cagoulé a déclaré que seul un imbécile révélerait son identité s'il avait l'intention de tuer un membre de la famille impériale. À ce moment-là, la jeune fille fut amusée en réalisant que ce n'était pas la peur de la mort qui surgissait en elle. Et sans même aspirer à sa vie habituelle, ni regretter que sa vie soit sur le point de se perdre. Elle a eu l'opportunité de mettre fin à sa vie éteinte, et cela lui a donné un sentiment de liberté. Elle a vu le gars lever une lame sur elle. La jeune fille pensait qu'il valait mieux qu'elle parte ainsi, afin d'alléger le fardeau de sa mère. Elle a tellement essayé de cacher la maladie de sa fille. Mais ensuite, elle entendit un appel aigu par son nom. Ils lui ont demandé si elle allait bien. Et pourquoi n'a-t-elle pas échappé à son agresseur ni appelé à l'aide? Dans sa chambre, un type se tenait debout, une matraque à la main et reprenait son souffle. Et celle à capuche gisait déjà à plat sur le tapis à côté de son lit. Le gars a dit qu'il allait maintenant appeler la sécurité pour obtenir de l'aide. Mais ensuite, il a changé d'avis.
car le scélérat pouvait reprendre ses esprits à tout moment. La jeune fille lui a demandé pourquoi il l'avait sauvée. Le gars se figea à cette question. La princesse a commencé à lui crier dessus, les larmes aux yeux, que personne ne lui avait demandé de l'aide. Mais il lui répondit que tout était évident, que tous les êtres vivants veulent rester en vie. La princesse lui demanda son nom. Celui qui venait la voir la nuit au lieu d'avoir de la fièvre. Un type aux cheveux brillants s'est présenté à Sa Majesté. Francis. Ce type est devenu le premier amour de Kirona. Le gars a demandé à Sa Majesté d'être toujours avec lui. C'était un homme magnifique comme une fleur. Et malgré son statut inférieur, pour la fille, il était un merveilleux chevalier d'un conte de fées. Il a dit qu'il ne voulait rien d'autre, qu'elle est la seule dont il a besoin, ses yeux brillaient de bonheur. Et le gars était toujours à côté de la princesse. Il lui disait ce qu'elle voulait si désespérément entendre. À 16 ans, la princesse tombe amoureuse. La jeune fille était assise avec le médecin à la table du thé. Emma a demandé à la princesse ce qui s'était passé de bien, voyant à quel point elle brillait. Kirona admirait, les trouvant belles, les fleurs dans le vase. Ils sont apparus ici le matin à côté de son lit. Les servantes chuchotèrent déjà dans les coins que son Altesse et Francis ont réellement commencé une relation. Le médecin attendait une réponse de Kirona, et elle regarda rêveusement la fleur et toucha soigneusement ses pétales. Elle a dit que le nom de la fleur se traduit par « temps imprégnant » et la considérait comme romantique. Emma fut surprise que son Altesse entame une relation avec ce chambellan. Mais la princesse la retint. Elle a demandé au médecin si elle pouvait tomber enceinte. Elle fut surprise par cette question, et elle a répondu que tout était tout à fait possible. Après tout, la fille a déjà eu ses premières règles, ce qui signifie que son système reproducteur est normal. Elle a précisé avec quelle intention elle avait soudainement demandé une telle chose. La princesse a confirmé au médecin qu'elle souhaitait avoir un enfant. Elle a répondu que c'était inacceptable pour elle. Après tout, la grossesse et l'accouchement eux-mêmes deviendront un grand stress pour le corps de la princesse. Cela s'applique même aux femmes en bonne santé. La jeune fille a dit qu'elle savait tout cela, mais elle n'avait pas peur. Elle avait un air déterminé et courageux. Elle a ajouté qu'elle mourrait de toute façon. Emma a demandé à la jeune fille ce qui se passerait dans quelques années, après l'arrivée de la 3e fièvre. Rappela que la fille n'avait que 16 ans et qu'elle était encore si jeune. La jeune fille se mit à crier. Que plus elle attend, moins elle pourra passer de temps avec son enfant. Par conséquent, je dois tout faire le plus tôt possible. Le médecin demanda à la princesse si c'était son opinion personnelle ou si François la lui avait suggérée. La fille a dit que le gars n'avait aucune idée de sa maladie. Après tout, c'était un secret impérial. Kirana pensait qu'elle était complètement impuissante, et elle croyait qu'après sa mort, la lumière s'éteindrait. Mais elle pensait qu'un enfant changeait tout. Après tout, il pourrait vivre même si elle n'était plus là. La princesse se demandait ce qu'il adviendrait de François après sa mort. Il deviendra probablement faible à cause de la mélancolie et perdra tout sens à la vie. Et les envieux en profiteront pour le chasser du palais. Mais si un enfant naissait, Francis pourrait être reconnu comme son père, et puis il recevrait des opportunités complètement différentes. Emma voulait s'opposer à la fille, mais elle l'a interrompue. Cela dit, elle préfère cette option. Kirana a affirmé que cet enfant deviendrait sa véritable trace, comme preuve qu'elle vivait dans ce monde. Bientôt, la princesse eut un frère et une sœur plus jeunes, et elle a compris la signification de leur naissance dans ce monde. Lorsque la jeune fille rencontra sa mère, elle la félicita avec un visage aigre. La mère baissa simplement les yeux sur la fille et, sans répondre, passa devant elle. La famille impériale était les seigneurs féodaux de l'Empire Mihadas, et pour gouverner ce lieu, il fallait au moins 5 héritiers. L'impératrice avait déjà 3 successeurs, sans compter Kirana. Et si vous ajoutez 2 nouveau-nés, le nombre requis devient disponible. Et la princesse réalisa avec tristesse que sa place était idéalement occupée par les enfants récemment nés de sa mère. Et la mère elle-même a finalement pu abandonner sa fille aînée. Le gars a demandé à son Altesse si elle allait bien. Il s'inquiétait de son apparence malsaine, mais la jeune fille a assuré qu'elle était juste un peu fatiguée. Mais le chambellan comprit qu'il ne s'agissait pas de fatigue. Il a affirmé qu'il pouvait voir sa mauvaise humeur. Elle a commencé à se moquer d'elle. Elle a dit qu'elle ne voyait aucune raison à cela. Après tout, elle en avait 2 plus jeunes. Et désormais, ils seront 6 dans la famille. Kirana a dit que plus il y avait de parents par le sang, mieux c'était. Après tout, ils peuvent se soutenir mutuellement. Francis a affirmé qu'il constituait également une menace pour elle. Mais il lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Il a rappelé qu'elle était l'enfant la plus précieuse de l'impératrice. La princesse ferma la bouche avec un claquement. Elle lui murmura que même le palais impérial avait des oreilles.
Le gars a dit que si cela l'aidait à se débarrasser de l'expression menaçante sur son visage, alors il était prêt à prendre un tel risque. Le chambellan ferma les yeux de plaisir et commença à embrasser la paume de la jeune fille. Elle fut surprise par son courage et son impudence. Puis, ayant pris sa décision, elle se jeta à son cou. Elle a dit à Francis qu'il ne se souciait pas du genre de personne qu'elle était. La fille a renversé le gars sur le dos et était déjà au-dessus de lui. Elle a dit qu'elle voulait faire un enfant avec lui. Le gars était surpris. Et à ce moment-là, la jeune fille pensa à la fleur que Douane lui avait offerte. Cette fleur symbolisait l'amour au-delà du temps et de l'espace. Et le temps et l'espace sont les deux axes de l'univers. Et personne n'a pu changer cela. La jeune fille pensait que son amour pour Francis était exactement le même que cette fleur symbolique. Le couple s'embrassa, cédant à la soudaine montée de sentiments. Même le chevalier le plus fort ne protégera pas sa bien-aimée s'il est loin d'elle. Et si le plus grand sorcier remonte le temps, cela ne contribuera pas à éviter la mort de sa bien-aimée. La jeune fille pensait que cette petite et fragile fleur ressemblait à Francis lui-même. Ses cheveux étaient éparpillés sur l'herbe verte de la pelouse, qui la contredit un jugement aussi ferme. Et juste cette chose le rendait absolument magnifique. La jeune fille pensait que tout irait bien, même si le langage grandiose des fleurs ne se réalisait pas. La princesse adressa des paroles d'amour à son chambellan, et encore une fois leur baiser émouvant eut lieu. La fille a demandé si le gars l'aimait. Il y eut un bruit de métal. Le poignard de François épingla au sol la fleur qui venait de se trouver sur la tête de la princesse. Le gars a répondu que Dieu l'avait sauvé de ça. Francis était au-dessus de la jeune fille, appuyé sur ses mains. Il était surpris de sa naïveté lorsqu'elle croyait à ses sentiments stupides. Il rit ouvertement au nez de la princesse. Mais je ne m'attendais pas à une telle force de la part d'une fille fragile. Il n'a pas tenu compte du fait que son Altesse possédait des compétences exceptionnelles en arts martiaux. Et bientôt les chevaliers, attirés par le bruit, accoururent au secours de la princesse. Ils lui ont attaché les mains comme un criminel. Et la jeune fille était surprise de ne même pas essayer de se justifier. La jeune fille lui rappela qu'il lui avait récemment parlé de son amour. Et il se moqua d'elle en réponse, surpris qu'elle croie si facilement à ses absurdités. François a affirmé avoir perdu toute sa famille au profit de l'impératrice. Et après cela, toute sa vie s'est dégradée. Le chambellan a continué à tuer verbalement la jeune fille. Il a dit que l'amour n'est rien, c'était si simple de le fabriquer. Le gars était agenouillé devant la princesse, les mains jointes derrière le dos, mais il a continué à se moquer d'elle en face. Il a dit qu'en fin de compte, même son Altesse croyait son habile jeu sur les sentiments. François a soutenu que ce ne sont pas les sentiments chaleureux qui donnent du sens, mais quelque chose de plus fort, comme la vengeance, la haine, l'obsession, la cupidité. La princesse était en colère contre le gars, le traitant de gros mots. Mais il supposait que les gens considéreraient son plan comme un échec. Mais il est peu probable qu'ils osent dire cela directement à la fille en face. Le gars a dit qu'elle personnifie l'image d'une fille remplie d'amour, prête à donner son cœur, qu'elle n'avait même pas réalisé qu'ils étaient venus pour la tuer, que son désespoir et son air contrit étaient pour lui tout simplement un spectacle étonnant. Et il supposait que cela s'était avéré encore meilleur que le plan de vengeance qu'il avait conçu auparavant. La jeune fille a exprimé ses doutes quant à sa réussite. Après tout, il n'avait tout simplement pas assez de patience. Mais il aurait pu accomplir un acte bien plus important. La princesse tenait le visage du gars. Elle a assuré qu'elle avait complètement succombé à la tromperie. Et elle l'aimait bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Kirana a dit qu'elle voulait même donner naissance à un enfant de lui et en faire un héritier. Et dans ce cas, sa vengeance serait la plus idéale de l'histoire de l'Empire. La fille rapprocha son visage du gars. Elle a demandé si la vengeance n'impliquait pas la privation ou la destruction de quelque chose d'important. Elle lui a assuré que les sentiments n'étaient pas du tout importants pour elle. La princesse a dit que comme il allait bientôt mourir, elle voulait partager son secret avec lui. Elle lui murmura qu'elle était en phase terminale. Le gars la regarda abasourdi, et la fille lui a demandé s'il regrettait maintenant d'être pressé. La princesse se désintéresse de son ancien chambellan, et en partant, elle demanda au chevalier de ne pas trop le torturer. Le gars a hurlé et a dit qu'elle lui mentait. Le visage de la princesse devint pierreux, et François fut emmené par les armes de 2 chevaliers. La pluie tombait du ciel sans pitié. Kirana a trouvé refuge dans les écuries. Elle réfléchit aux derniers mots du gars et convint qu'ils avaient raison. La princesse était d'accord avec son opinion selon laquelle l'amour ne peut pas devenir le sens de la vie. Et si on y réfléchissait, ce n'est pas l'amour qui a préservé sa misérable existence. Elle s'assit sur le sol de l'écurie, cachant son visage. La jeune fille a admis que ce qui la faisait endurer était une obsession de la vie elle-même.
Elle a admis qu'elle ne voulait pas vraiment de relation, mais qu'elle avait simplement le désir d'exister. Le cheval à côté de la princesse hennit et commença à lui toucher les cheveux de la tête avec ses lèvres. La jeune fille connaissait ce noble animal et l'appelait par son nom. Kirana se leva du sol. Elle commença à parler à Molly. Elle a demandé pardon au cheval de ne pas être venu vers elle pendant si longtemps. La jeune fille s'est excusée d'avoir laissé l'animal tranquille. Je l'ai caressé au garrot. Elle a dit qu'elle aurait dû venir la voir plus tôt, en faisant preuve d'un caractère persistant. Puis la jeune fille enroula ses bras autour du cou du cheval et le serra dans ses bras. Elle a dit que cela ne valait pas la peine de s'abandonner simplement parce que d'autres l'avaient déjà abandonnée. Elle ne voulait pas mourir. Un désir désespéré transperçait chaque nuit le cœur de la jeune fille et l'empêchait de dormir. Jusqu'à présent, elle ne se l'était pas avoué. Après tout, il était clair qu'une personne souffrant de tétrafièvre allait inévitablement mourir, et personne au monde ne pouvait dire le contraire. Mais maintenant, la fille s'en fichait, parce qu'elle devait elle-même devenir une telle personne. Kirana a serré et embrassé son cheval préféré depuis son enfance. Elle avait déjà décidé elle-même qu'elle ne céderait pas si facilement à la maladie. La jeune fille a dit qu'elle devait trouver un remède et se sauver, même s'il faut aller au bout du monde. La princesse dit au cheval, continuant à le caresser, qu'elle respirait comme tout le monde, et elle ne voulait pas que les gens la traitent comme un cadavre. Elle affirmait qu'elle n'attendrait plus patiemment que le démon vienne l'emmener pour toujours. Et cette nuit même, comme si elle l'attendait, une seconde attaque survint. La jeune fille était allongée dans son lit et le démon était assis à côté d'elle. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle remarqua immédiatement sa présence et attrapa instinctivement le poignard. Le démon la salua. Kirana, menaçante d'hostilité, pointa la pointe de sa lame vers le cou de l'invité non invité. Il se recula un peu, surpris. Le démon a assuré qu'il ne lui ferait pas de mal aujourd'hui. Il lui a demandé de baisser la lame, il a affirmé qu'il faisait trop sombre ici et qu'elle pourrait accidentellement se blesser. La princesse a demandé de ne pas lui mentir. Après tout, il est le démon venu chercher son âme. Le démon lui a demandé si sa température avait un peu baissé et comment elle se sentait. Kirana lui a demandé ce qu'il voulait faire. Elle était surprise qu'il la considère encore comme une enfant. La créature lui a demandé de lui pardonner de ne pas avoir réfléchi à l'avenir. Et la jeune fille remarqua que, pour un démon, il était trop poli. Elle lui a demandé comment il était arrivé ici. Le démon répondit par la fenêtre, désignant du regard les portes ouvertes. La princesse ne le croyait pas. Elle a affirmé que c'était le dernier étage. Et le périmètre est gardé par des chevaliers fiables et altruistes. Il a répondu à la fille qu'il avait certaines capacités. Et la jeune fille fut surprise que ce soit vraiment un démon. Et elle lui a demandé s'il allait vraiment l'emmener avec lui. L'entité toucha le visage de la princesse, lui caressant la joue. Il a dit qu'il voulait l'emmener. La jeune fille frémit, mais il ajouta en souriant que le moment n'était pas encore venu. Kirana regarda le démon droit en face avec défi. Elle a dit qu'il ne le pourrait jamais parce qu'elle-même ne le lui permettrait pas. Le démon encapuchonné sourit. Il dit à la princesse qu'elle était toujours une fille très intéressante. Il lui a demandé d'essayer de tenir jusqu'au bout. Il a dit qu'il espérait vraiment que tout se passerait ainsi. Mais Kirana ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Curieusement, c'était comme si elle était soutenue. Mais elle doutait ensuite que l'entité veuille la soutenir. Il voulait sûrement dire que sa fin viendrait de toute façon. Et il voulait qu'elle essaye de se battre. La princesse comprit qu'il était un démon qui se nourrissait de ses souffrances. Mais elle n'allait pas être obéissante et se soumettre comme il le souhaitait. Elle a décidé d'en savoir plus. Et elle a dit qu'elle avait failli mourir et pas du tout à cause de la maladie. Après tout, si elle ne meurt pas de fièvre, il ne pourra pas atteindre son objectif. Le démon a dit qu'il savait pour Francis, qu'il la surveille toujours, pour la protéger jusqu'à ce qu'il l'emmène avec lui. Et il lui tendit la main. Il a insisté sur le fait qu'elle devait oublier ce type. Et il a promis que seules de bonnes choses l'attendaient désormais. Il la tenait fermement par l'épaule. Kirana le regarda hardiment dans les yeux. Elle lui a dit de ne pas la faire rire. Après tout, personne ne peut connaître l'avenir. Même elle ne pouvait pas imaginer qu'elle vivrait en prévision de la mort. Et c'est pourquoi elle doutait qu'il puisse savoir si seules de bonnes choses l'attendaient ou non. Le démon lui demanda si elle avait peur, et comment elle parvient à tenter de retrouver espoir face à son malheur. Mais la princesse se trouvait dans une situation où n'importe qui serait imprégné de la créature qui se trouvait à proximité. Même si c'est un démon qui l'a poussée dans l'abîme de la souffrance. Elle se souvenait de ces mots. Un cheval qui galopait dans une tempête n'a pas peur du vent. Un poisson pris dans un courant déchaîné n'a pas peur des vagues. Et maintenant, le démon les lui annonçait en la tenant par les épaules.
La princesse fut surprise que le démon cite le texte de la bénédiction. Mais il a dit qu'il n'était pas très religieux, que j'ai juste entendu parler de quelqu'un. La jeune fille fut surprise que l'entité lise des lignes des Saintes Écritures, mais elle envisageait de procéder à un exorcisme si elle ne trouvait pas de remède. Mais il lui a assuré qu'on ne parlerait plus. Il est clair qu'elle est déjà fatiguée de la fièvre prolongée. La jeune fille a dit qu'elle ne voulait pas dormir. Mais il avait une opinion différente. Elle a demandé quelle était la signification de ce passage. Kirona a déclaré qu'elle avait également étudié la bénédiction, mais qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Le démon lui répondit que cela signifiait qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur. Elle ne comprenait pas quoi exactement. Il répondit « Quoi qu'il en soit ». La jeune fille a fait part à sa mère de sa décision d'aller vers l'Est à la recherche d'un remède. Elle a été surprise de cet acte, car même la cause de sa maladie n'était pas connue. L'impératrice a rappelé à Kirona qu'elle était son premier-né. Elle a dit qu'elle ne savait pas à quoi tout ressemble vu de l'extérieur. Mais elle a insisté sur le fait qu'elle ne l'avait jamais abandonné ni abandonné. La mère croyait que si un remède existait, il aurait déjà été trouvé. Que même maintenant, elle met tout en œuvre pour cela. La femme a rappelé à sa fille qu'elle souffrait d'une maladie incurable. Et depuis plus de 1000 ans, on n'en a même pas trouvé la raison. Elle a assuré qu'il s'agissait d'une maladie face à laquelle même les médecins de la famille impériale, Emma Hugin, ont abandonné. La jeune fille a confirmé qu'elle savait tout cela. Elle a dit que c'était pour cela qu'elle allait agir seule, en tenant avec sa main la poignée du poignard à sa ceinture. Elle a assuré que les médecins ont seulement répété qu'ils étaient vraiment désolés et se sont excusés. Et les magiciens prétendent qu'ils effectuent des tests pour obtenir des médicaments. La jeune fille réalisa qu'ils tergiversaient tous les deux, remplissant leur poche de l'or de sa mère. Elle comprit qu'en outre, après la naissance de ses sœurs, sa mère avait complètement cessé de faire quoi que ce soit pour résoudre le problème de sa fille aînée. La princesse comprit mentalement son choix. Après tout, un membre de la famille impériale incapable de vivre en a perdu toute valeur. Et la jeune fille, comprenant toute la logique des actions de sa mère en tant qu'impératrice, ne pouvait toujours pas l'accepter avec son cœur. Après tout, comment sa propre mère a-t-elle pu l'abandonner? Et comment ses jeunes sœurs pourraient-elles la remplacer? L'impératrice a dit à sa fille que cette zone à l'est est un endroit où même les chevaliers compétents refusent d'aller. Elle a demandé si elle savait qu'il y avait des monstres dangereux qui attendaient la victime imprudente à chaque pas, et combien de personnes talentueuses y sont mortes. Kirona a affirmé qu'il existe des herbes médicinales rares qui poussent uniquement là-bas. Et aussi à l'Est vivent des guérisseurs prophètes et des magiciens excentriques qui ont consacré toute leur vie à la recherche. Elle a dit à sa mère qu'elle n'avait rien à perdre de toute façon. L'impératrice répondit que pour elle, elle n'avait rien à perdre. Elle ne pouvait pas sacrifier les chevaliers de la famille impériale. La femme a affirmé qu'une fois qu'elle s'y serait rendue, 4 sur 10 ne reviendraient jamais. C'est alors que la jeune fille comprit ce qui se passait. Elle sourit en retour. La mère continua en disant qu'elle ne comprenait pas comment la princesse pourrait envoyer les chevaliers impériaux à l'Est. Là-bas, ils seront définitivement kidnappés par des mercenaires exigeant une rançon. La jeune fille réalisa que pour sa mère, l'impératrice, il y avait bien plus de choses importantes que l'amour pour sa fille. La même chose s'appliquait à elle-même. Elle avait désormais quelque chose de plus important que la vie de fille obéissante. Kirona a rappelé qu'un détachement punitif de prisonniers était toujours envoyé à l'Est. Elle pensait que cela lui suffirait. Elle a également assuré qu'elle allait prendre un médicament auprès des magiciens qui changent la couleur des yeux. La jeune fille allait cacher son appartenance à la famille impériale afin qu'il n'y ait aucun problème. La princesse a demandé à sa mère de la quitter, pour qu'elle puisse prendre soin d'elle et trouver un moyen de s'y soigner ou d'y périr. L'impératrice se mit à crier après sa fille. Demandez-lui de toute façon de quoi elle parle. Mais la jeune fille a fait valoir que sa mère ne devrait plus avoir peur des rumeurs qui circulent sur sa mort imminente. La jeune fille a demandé à être libérée avec une bénédiction. Et je lui souhaite bonne chance. La mère regarda son premier-né avec reproche, réalisant que la fille avait un caractère d'acier. L'impératrice n'avait plus rien à dire à sa fille. Et la jeune fille, réalisant cela, se retourna et quitta la salle du trône. Elle se tenait sous la porte fermée et inspira après une conversation difficile. Sa sœur a demandé à la jeune fille si c'était vrai qu'elle partait pour l'Est. C'était une de ses plus jeunes sœurs. Pin était la 4e princesse de l'Empire Mihadas. Kirona a confirmé en disant qu'elle voulait partir en voyage. Et en chemin, elle allait regarder dans la tour des magiciens et dire bonjour au père de sa sœur. Mais Pin lui a demandé de ne pas changer de sujet de conversation et de répondre honnêtement.
Elle doutait de la véracité des propos de Kirona, puisqu'elle n'a pas emmené de gardes avec elle, mais a rejoint la populace dans le détachement punitif. La sœur aînée a assuré que c'était terriblement ennuyeux quand quelqu'un la suivait constamment, et ce sera quelque chose comme un voyage secret. Mais sa sœur ne la croyait pas. Elle a dit à Kirona qu'elle-même le savait, qu'elle était différente de leurs autres stupides sœurs par son pouvoir d'observation et sa capacité d'analyse. C'est pourquoi j'ai insisté pour qu'elle réponde honnêtement. La jeune fille a été surprise par la perspicacité de sa sœur, car elle n'était encore qu'une enfant, et je ne savais pas quoi répondre. Pine a demandé catégoriquement à sa sœur « Êtes-vous en train de mourir ?» La jeune fille fit une autre tentative pour éviter une réponse directe, prétendant qu'elle ne comprenait pas de quoi elle parlait. La plus jeune a demandé si sa sœur avait la tétrafièvre, en supposant qu'elle ne parte pas en voyage mais à la recherche de Nadaline. Kirona se figea de surprise. Nadaline était une fleur créée par Lady Theresia, bien qu'ils aient indiqué que la fleur de Nadaline est une sorte de monstre. C'était pourtant une plante légendaire, reconnue comme sacrée dans le monde entier. Pine a insisté sur le fait que c'était vrai. Sa sœur s'est moquée d'elle parce qu'elle s'était enfermée dans la bibliothèque pendant plusieurs jours, quelle qu'en soit la raison. La plus jeune était surprise que sa sœur ne sache pas que son livre préféré était l'Encyclopédie des monstres légendaires, et que les notes de sa sœur dans les marges et les coins pliés des pages de son livre préféré l'énervaient. La plus jeune s'étonna qu'à partir d'un jour, sa sœur ne se présente plus au cours d'héritière, et dès qu'elle s'enrhumait, les domestiques créaient immédiatement un véritable tumulte. Pine a assuré que, vu de l'extérieur, cela avait l'air plus qu'étrange. Mais personne n'aurait pu penser que Kirona cachait un tel secret. L'aînée des sœurs abandonna et lui avoua qu'elle partait vers l'est parce qu'elle ne voulait pas mourir. La jeune fille a été surprise qu'un homme qui ne voulait pas mourir se soit rendu avec une armée de criminels à l'est dans le repère des monstres. Et tout cela était pour le bien d'une fleur mystique. Kirona a rapporté que cela s'appelle un remède à toutes les maladies, que tout ce qu'elle avait à faire était de le trouver et qu'elle pourrait se battre pour sa vie. La jeune fille doutait que quiconque ait jamais réussi à trouver une telle fleur. Mais sa sœur répondit que les archives anciennes disent qu'elle ne fleurit qu'à l'est. La plus jeune était ennuyée que sa sœur y croie et s'appuie sur des archives datant d'il y a 500 ans. Que sa décision n'est pas différente de celle inspirée par un vieux conte de fées sur un exploit contre un dragon avec une épée en bois. Pine tenait ses tempes. Elle doutait que sa sœur soit capable de trouver la plante dans un endroit aussi dangereux, à la tête d'un groupe de criminels emprisonnés. Kirona a signalé qu'ils ne seraient pas les seuls avec elle, qu'à son arrivée à l'Est, elle va impliquer des mercenaires dans l'opération. Pine a exhorté sa sœur à se tourner vers sa mère pour lui faire une demande, pour qu'elle envoie un détachement de chevaliers d'élite à l'Est pour trouver une fleur curative. Elle lui tenait les mains et la regardait droit dans les yeux. Kirona a assuré que sa mère avait déjà un enfant pour la remplacer. Elle a réalisé que tous les enfants du monde sont innocents, quel que soit le lieu, la forme et la raison pour laquelle ils sont nés. Par conséquent, elle espérait sincèrement que toutes ses sœurs seraient en bonne santé et ne tomberaient jamais malades comme elle. Après tout, dans le passé, elle aussi était une telle enfant pour l'impératrice, en qui il plaçait beaucoup d'espoir. Kirona a dit qu'il était temps pour elle de partir, et tournant le dos à sa sœur, elle s'empressa de la quitter. Pan a crié après sa sœur. Ce qui lui souhaite bonne chance, elle lui rappelait le mythe de la jeune fille mourante qui avait tiré au sort rouge et était devenue un chevalier miraculeux. La jeune fille a dit à sa sœur qu'elle, comme ce chevalier miracle du mythe, tirerait au sort rouge. Un cheval qui galope dans la tempête n'a pas peur du vent. Un poisson pêché dans un ruisseau déchaîné n'a pas peur des vagues. Enfant qui a tiré au sort rouge, le monde entier s'efforce de te rencontrer. Rien d'autre ne peut t'effrayer. Il s'agissait de Kirona. Après tout, dans la jeunesse, tout le monde subit des blessures mentales. Ainsi, dans ce vaste empire, la princesse atteinte d'une maladie incurable n'était pas la seule à avoir perdu le sens de l'amour. Le god a réalisé qu'il voulait prendre la route à la recherche d'un moyen de survivre. L'année où James Eclipse a eu 16 ans, le comté d'Eclipse a été complètement détruit. La lettre qu'il reçut alors indiquait que le comte, son père, était décédé. Et John et Mark Eclipse, ses frères, ont disparu. Jaima était allongée là et réfléchissait à la situation. Tout cela est arrivé à cause de ce foutu amour. L'un des 7 chevaliers qui se sont battus pour Theresia, la déesse de la création, était Yuri Eclipse et ses descendants. La famille Eclipse. La dame demandait au garçon pourquoi il n'aimait pas Yuri Eclipse. Le garçon a expliqué cela selon la légende sur la fondation du pays. Ce chevalier de la flamme a tout abandonné par amour et a consacré sa vie à Thérèse. Il considérait ce chevalier comme mauvais et fou, et il regrettait que son pédigré n'ait pas disparu.
parce que des générations de leur espèce étaient folles d'amour et ont détruit des familles, tout comme lui. C'est ainsi que James raisonnait avec sa sœur aînée, alors qu'il n'avait que 12 ans. Il lui a assuré que c'était ce que les gens disaient. Il croyait que tous les Eclipsas prétendaient être honnêtes, mais avaient la folie qui coulait dans leurs veines. Et s'ils deviennent fous à cause de quelque chose, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'était particulièrement vrai pour l'amour. Le garçon assura à sa sœur que pour cette raison, il ne se laisserait jamais envoûter par un sentiment aussi stupide. Et en vérité, il y avait une bonne raison pour laquelle le garçon avait pris une décision aussi ferme. La jeune fille frappait à la porte. Elle a demandé à sa mère de partir. Après tout, son fils n'avait jamais vu son visage depuis sa naissance. On savait que la comtesse Eclipse s'était mariée par amour sans aucun but politique. C'était assez rare chez les femmes de l'Empire Miadas. Et grâce à cela, tous les enfants avaient un seul père de sang. Mais il se trouve que cet homme bien-aimé est mort de tuberculose avant la naissance de son plus jeune fils, Jade. Puis de chagrin, la comtesse ferma les portes et ne reçut plus personne. Et cela a duré 10 ans. Mais ce qui a tiré la comtesse noyée dans le vide, c'est l'amour. Grâce à la comtesse qui a contacté le joueur si rapidement, toute sa richesse de la famille Eclipse a été épuisée. Son nouvel amant a perdu beaucoup. Parallèlement à la perte de ses moyens de subsistance, elle a de nouveau perdu son amant. Le garçon a lu une lettre de sa sœur. Elle en avait assez de tout et finit par disparaître sans laisser de traces, ne laissant qu'un mot d'adieu à ses frères. Une femme vêtue d'une robe avec de la fourrure a parlé aux gars qu'ils lui doivent 200 millions d'Élysées. Et il n'y en aura pas assez, même si vous vendez ce château. Il leur proposa le choix, une guilde de mercenaires ou une maison de jeu de gladiateurs. Le garçon jeta les papiers à ses pieds. Il a choisi la guilde des mercenaires. La réputation de leur famille, acquise grâce à un amour fou, en fut perdue. Comme c'était contradictoire. Jade se souvint du mot que sa sœur lui avait adressé. Elle lui a conseillé de ne jamais tomber amoureux de sa vie. Et maintenant, il le lui jurait mentalement. Et maintenant, le gars lisait une lettre de sa sœur aînée. Il ne pensait même pas qu'elle, avec sa mauvaise santé, tiendrait aussi longtemps. Et il a compris que même le nom Eclipse finirait par disparaître avec le temps. Le type se frotta les yeux, fatigué de lire. Il a dit qu'il ne se souciait pas de tout cela. Un an s'est déjà écoulé depuis que la princesse, en phase terminale, a quitté la maison. Et un an après, la lignée du chevalier de la flamme perdit son honneur. Une voix rauque ordonna à Jade Eclipse de se lever. Un homme vêtu d'un manteau sombre a dit qu'il y avait une nouvelle mission. Il a ordonné au gars d'ouvrir ses yeux endormis. Et il était mécontent d'avoir été dérangé si tôt le matin. Une dame avec un cache-œil et une cicatrice sur la joue a lu sur un morceau de papier. Environ 17 à 19 ans, à peu près à la hauteur de sa poitrine. Cheveux châtain foncé et yeux gris. Elle lui assura qu'il n'avait pas besoin de savoir autre chose. Elle a dit que cette personne devrait simplement être kidnappée et amenée ici. Le type se gratta la tête, perplexe, en réfléchissant. Des jambes en bottines de noir marchèrent le long de la route. Le type a tiré la capuche de son manteau par-dessus sa tête. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il devrait à nouveau entrer dans cette foutue forêt. Il reçut l'ordre de kidnapper la jeune fille et de l'amener à la guilde. Mais faites-le de manière à ce que pas même un cheveu ne tombe de sa tête. Il n'a jamais pu obtenir de réponse quant à savoir qui il devait chasser. Le patron a rétorqué qu'il ne s'était jamais soucié des détails des commandes auparavant. Pourquoi s'est-il soudainement intéressé à cela maintenant? La dame a commencé à se moquer du gars. Elle a demandé que son état de santé s'était détérioré à cause de l'enlèvement du bébé. Mais il a demandé de ne pas dire de bêtises. Il se souvenait que Zelda Black avait déjà assumé cette tâche avec plaisir, et il était surpris qu'on lui confie cela. Le patron a dit que Zelda n'était toujours pas là. Ils l'attendirent depuis si longtemps. Le gars a fait valoir qu'elle avait peut-être des raisons ou des difficultés insurmontables auxquelles elle ne pouvait pas revenir. Jade n'aimait pas que ce soit un territoire de monstres. Également la forêt de Nabimi. J'ai été surpris de savoir qui a osé y aller. Je pensais que seul un fou pouvait être comme ça. C'est dans cet endroit que l'Empire, au lieu d'exécuter, envoyait ses prisonniers sous couvert d'un détachement punitif. Et le gars a été surpris que cette fille décide d'y aller. La dame appela Jade Eclipse en souriant. Elle a assuré au gars que puisque ses frères aînés s'étaient enfuis, ils devraient au moins travailler dur pour rembourser l'énorme dette de leur famille. La dame a essayé d'intéresser l'homme en le dispensant de payer tous les intérêts pendant une année entière. Mais son expression ne s'adoucit pas. Il serra simplement les dents plus fort. Des branches s'accrochaient à ses vêtements. Le gars s'est dit qu'il n'était pas un idiot. Il était bien au courant de toutes les rumeurs locales. Il avait déjà beaucoup entendu parler de la jeune fille. Elle a les cheveux bruns, les yeux gris et un accent métropolitain.
Il a également entendu parler du détachement punitif apparu il y a 1 an dans l'Est. Le chevalier qui les dirigeait était soit simplement chanceux, soit possédait des capacités exceptionnelles. Mais il a su en surprendre plus d'un, car il s'est occupé de tout seul. Même si Jade croyait que, également dans la forêt, ce chanceux connaîtrait sûrement sa fin. Après tout, il y avait tellement de monstres là-bas. Le gars a été alerté par le son et a regardé par-dessus son épaule. Quelque chose sifflait et gémissait à proximité. Il s'est couvert la bouche et le nez avec sa main pour empêcher sa respiration de céder. Une créature avec des écailles rampait à 1 mètre de lui. Il réalisa avec horreur qu'il pouvait s'agir d'un basilic. Cette créature paralysait les gens rien qu'avec son regard. Arrête la respiration des êtres vivants avec une seule respiration. Et personne ne pouvait lui échapper. C'était un monstre du plus haut rang, même s'il n'avait pas d'aile. Mais il disait qu'il était beaucoup plus difficile de le vaincre qu'un dragon. Jade pensa que le basilic l'avait déjà remarqué et posa sa main sur le manche, prête à s'en servir à tout moment. Il réalisa que cela ne servait à rien de courir. Il considérait qu'il choisissait une meilleure option que d'être digéré dans l'estomac de ce serpent infernal. Son épée tomba à ses pieds. Adossé à un tronc d'arbre, il pressa les lames du poignard contre sa gorge de manière à mettre fin à ses jours d'un seul mouvement sec. Déjà sur son cou, une petite coupure avec une pointe acérée est apparue. Mais quelqu'un avec une force incroyable l'a attrapé par le col de son manteau et lui a arraché la lame des mains. Le gaz était confus. Mais à ce moment-là, la capsule passait déjà de bouche en bouche. La jeune fille poussa une rondelle d'ambre dans sa bouche, se terminant par un bref baiser. Jade fut surprise, mais la jeune fille lui ordonna d'avaler. Elle l'a pressé de mâcher et d'avaler sans aucune pensée supplémentaire s'il ne voulait pas mourir. Le gars mâchait docilement, écarquillant les yeux sur l'étranger qui lui était venu en aide si rapidement. Tout en buvant une gorgée, il se présenta. Il regarda la jeune fille et se répéta qu'en aucun cas il ne devait tomber amoureux d'elle. La jeune fille lui a demandé de la détacher. J'ai demandé où ils allaient. L'heure approchait déjà du coucher du soleil. Le gars s'avança et conduisit derrière lui la fille attachée par les mains. Elle a exigé une réponse à son sujet. Elle le traitait d'ingrat de n'avoir jamais entendu parler du sens du devoir. Elle regrettait de ne pas avoir laissé le basilic le manger là près de cet arbre. Elle lui reprocha de ne pas avoir réalisé à quel point les médicaments qu'elle lui avait administrés étaient de précieux. La jeune fille a assuré qu'il n'y avait rien d'étrange chez lui, que cela aidait seulement à se cacher des monstres. La jeune fille ne trouvait pas les mots à dire à cet homme grossier, et le gars l'a tiré par la corde pour continuer le chemin. Elle a exigé que le gars lui parle. J'ai été surpris qu'il ne connaisse pas la langue. Il la regarda seulement avec colère en réponse. Kirona s'assit par terre. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus marcher avec les mains liées car il lui était très difficile de bouger. Elle a assuré qu'elle ne s'enfuirait pas. C'est pourquoi je lui ai demandé de la détacher. Elle affirmait qu'elle était déjà très faible. Le gars réfléchissait. Il a répondu que les gens faibles ne se mêlent pas des monstres dans la forêt. J'ai été surpris qu'elle ne comprenne pas à quel point ses paroles semblaient peu convaincantes. La jeune fille avait été surprise qu'il connaisse la langue. Elle lui demanda comment il pouvait l'ignorer, réalisant qu'il s'adressait à lui. Jade a rétorqué qu'il ne lui avait jamais dit qu'il ne connaissait pas la langue. Je pensais que c'était tout simplement trop bruyant. Et il pensait que sa réponse ne ferait que compliquer encore plus les choses. Le type lui a mis la pointe d'un poignard sous la gorge. Il a dit que lorsqu'il la laisserait seule, ses bavardages ne cesseraient toujours pas. Kirona a répondu effrontément que cela signifie mettre un couteau sous le cou d'une personne qui lui a sauvé la vie. C'est une tradition orientale. Elle sourit hardiment en le regardant dans les yeux. Il y a quelques jours, il y a eu une conversation dans un bar. La jeune fille a dit qu'elle connaissait un peu son interlocuteur. Ce mercenaire de l'Ouest nommé Maron Da. La blonde avec une cicatrice sur le visage, sans répondre à la question, a demandé à l'inconnu qui elle était. Elle a répondu que cela n'avait pas d'importance. Elle m'a demandé d'être son guide. Elle a dit qu'elle allait se rendre dans la forêt de Nabimi. Elle a remis au mercenaire un sac avec une avance à la main. Le mercenaire s'étrangla. Cela dit, de tous les endroits, c'est celui où personne n'ira. Et elle aussi, même à l'orée de la forêt. La jeune fille a dit qu'elle paierait immédiatement 5 millions d'élisions comme acompte, et 5 millions supplémentaires au retour de la forêt. Le mercenaire frémit. En entendant le coût des services, elle a frappé du poing sur la table en riant. J'ai demandé quand partir. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait toujours voulu visiter cette forêt au moins une fois. Elle a demandé pourquoi la fille avait besoin de ça. Après tout, même l'impératrice s'est désintéressée de la forêt de Nabimi. Ou plutôt, le chef de l'Empire abandonna toute la région orientale. Kirona assura d'un air sérieux que l'impératrice n'avait rien fait de tel.
Après tout, les habitants de l'Empire vivent aussi ici. Maron a dit que si son interlocuteur avait déjà passé plus d'1 an dans l'Est. J'ai probablement tout vu de mes propres yeux. Elle considérait donc cet endroit comme la tombe d'un chevalier et la terre des personnes abandonnées. Kirona frappa du poing la table. Elle a reconnu que les paroles de Maron étaient justes. Durant cette année difficile de vie à l'Est, elle n'a compris que 2 choses. À quoi ressemblent les bidonvilles pauvres et ce que signifie territoire abandonné par l'Empire. Après tout, l'Est est embourbé dans la pauvreté. La terre noire s'étend tout autour, ayant absorbé le venin des monstres. La jeune fille était déterminée. Maron a insisté sur le fait qu'elle n'était intéressée que par curiosité. Elle a affirmé qu'il était surprenant, malgré tout le danger, que la jeune fille veuille toujours se rendre dans la forêt de Nabimi. Kirona a dit qu'elle cherchait une chose, mais le mercenaire fut surpris de ce qui pouvait être plus important que la vie elle-même. La princesse pensait que plus d'1 an s'était écoulé depuis son arrivée à l'Est, mais elle n'était pas comme une fleur. Elle ne parvenait même pas à trouver le moindre indice à ce sujet. Je pensais que je devais explorer cet endroit, même si je devais y aller en personne. Mais comme Maron l'avait prévenu, la forêt de Nabim regorgeait de dangers et n'était guère comparable aux autres régions de l'Est. Au cours des derniers jours, la jeune fille a rencontré de nombreux monstres. Elle a souvent été témoin de morts humaines. La princesse a tout mis en œuvre pour survivre. Mais qui aurait pensé qu'à la fin, elle serait kidnappée par un inconnu au lieu d'être attaquée par un monstre? Elle a été surprise par la tradition orientale consistant à exprimer sa gratitude de cette manière. Le gars a dit qu'il ne lui répondrait qu'une seule fois, qu'il est un mercenaire et qu'il a besoin d'argent, et son riche client veut juste l'avoir. Le gars a assuré que si elle était obéissante, elle resterait saine et sauve. Après tout, la récompense pour une personne vivante est plus grande que pour un cadavre. Mais il a assuré qu'il la tuerait si elle continuait à faire du bruit et à l'énerver. James pensait qu'il aurait été plus facile de tuer la jeune fille. Et comme le soleil était déjà couché, il ordonna de s'arrêter jusqu'à l'aube. La viande était frite sur le feu. Kirona était assise sous un arbre, pieds et poings liés. Elle se demandait où Maron avait pu aller. Elle se consolait de ne pas pouvoir attraper le basilic. La jeune fille décida d'obéir et, avec l'aide de ce mercenaire, de sortir de la forêt. Elle a appelé le gars « Hé !» parce qu'elle ne connaissait pas son nom. Elle a suggéré de se présenter. Après tout, ils ne se hocheront pas tout le temps. Elle a dit qu'étant donné qu'ils se trouvaient dans la forêt de Nabimi, il était peu probable qu'elle puisse s'échapper. La jeune fille a assuré que jusqu'à ce qu'ils quittent la forêt, ils devraient rester ensemble d'une manière ou d'une autre. Le type avait le sentiment qu'il était le seul à être attrapé ici. Kirona a demandé au ravisseur de lui donner une réponse, et il regrettait d'avoir commandé une fille aussi bruyante. Le gars remarqua qu'elle en savait trop pour être une simple descendante d'une famille ordinaire. Tout récemment, elle l'a réprimandé en utilisant 5 langues différentes. Et son comportement grossier était trop naturel. En plus, il n'a pas eu le temps d'y réfléchir. La jeune fille s'assit devant lui, irritée, et vola vers lui. Elle lui mit à nouveau quelque chose de rond dans la bouche avec un baiser. Le gars se maudit. Il lui a demandé quel genre de bonbons elle lui avait donné. Le magicien en donna une poignée à la jeune fille. Il lui a demandé de ne pas trop s'approcher des monstres. Et il lui rappela qu'elle n'était pas une guerrière invincible. Le magicien a assuré que bien que le médicament cache temporairement l'odeur et l'apparence d'une personne, le sens aigu des monstres ne peut être trompé par rien. La jeune fille a dit que c'étaient des capsules très précieuses. Ils aident à se cacher des monstres. Le gars voulait savoir qui les lui avait donnés. Elle a répondu qu'elle connaissait William Bryce. Le gars a été surpris que la fille reçoive lui-même une faveur du propriétaire de la tour magique. Il lui a demandé si elle était elle-même magicienne. Au même moment, il a soudainement bondi et a accidentellement tiré sur la corde. Elle a brièvement nié. Le gars lui a demandé de le prouver. La jeune fille lui a demandé comment il devait procéder. Elle affirmait que le père de sa sœur, comme sa sœur elle-même, étaient des magiciens, mais elle-même n'en faisait pas partie. Le gars s'est rendu compte par lui-même que si elle est liée à William Bryce, alors elle appartient probablement à l'aristocratie. Jed tenait sa tête, craignant d'être exécuté pour avoir kidnappé une personne importante de haut rang. Il commençait déjà à regretter de ne pas avoir pu se suicider devant le basilic. La jeune fille était intéressée par le montant de ses dettes. Il n'a pas compris sa question. Elle a été surprise que les choses allaient ainsi mal qu'il a décidé d'aller dans la forêt de Nabimi. Après tout, elle comprenait qu'il y avait peu de raisons pour qu'un noble devienne mercenaire. Le gars a été surpris par sa perspicacité. Kirona assura que son origine noble était trop évidente. Après tout, il n'est pas facile de se débarrasser des habitudes ancrées dans l'enfance profonde. La jeune fille a commencé à se rappeler qui avait fait faillite ces dernières années.
Le gars lui a conseillé de fermer la bouche si elle ne voulait pas mourir maintenant. La jeune fille lui demanda d'un air de défi s'il allait se débarrasser d'elle, et elle lui répondit que le prix de la rémunération ne lui permettait pas de le faire. Le gars doutait que s'il la laissait partir, elle rembourserait sa dette, affirmait qu'il n'y a personne dans l'Empire Mihadas capable de contribuer à 200 millions d'élysions. La jeune fille a demandé le montant et a affirmé qu'elle pouvait le faire. Elle lui a demandé s'il viendrait à ses côtés si elle l'aidait à rembourser sa dette. Le gars lui a demandé à nouveau. La jeune fille a affirmé qu'elle était prête à payer la totalité du montant pour lui. Et elle lui a demandé de l'aider. Elle doutait qu'il puisse la laisser partir. Et elle pensait qu'il lui restait encore des affaires à régler à l'Est. Elle a dit qu'elle devait trouver quelque chose. Et rien ne l'arrêtera, même si elle doit déterrer toute la forêt. Le gars s'est ouvertement moqué de la fille. Il a interrogé la jeune fille sur le degré de sa folie. Ils continuèrent à marcher sur le chemin. Les rayons du soleil brillaient à travers le feuillage. Jade était alarmée par ce silence inhabituel. Mais ensuite, j'ai pensé qu'il n'y avait rien de mal à un environnement paisible. La jeune fille remarqua son apparence méfiante, et elle a dit que l'atmosphère était trop étrange. Le gars lui a demandé de ne rien dire de stupide. La jeune fille a annoncé qu'elle allait maintenant exprimer quelque chose d'intelligent, ce qui aurait pu devenir silencieux en raison de la présence du basilic qu'ils avaient récemment rencontré. Après tout, avec le réveil d'un monstre puissant, le reste des petites choses se cache dans les coins, demanda Jade. Puisqu'elle en sait tellement, elle devrait savoir pourquoi elle devrait garder la bouche fermée, qu'il ne l'aurait pas compris sans cela. La jeune fille a plaisanté en disant qu'elle était toujours heureuse de partager de bonnes nouvelles. Le gars a fait valoir que si elle avait du bon sens, elle n'appellerait pas cela une bonne nouvelle. Après tout, lorsqu'un gros monstre se réveille, les axes du temps et de l'espace sont déformés, et eux-mêmes pourraient être entraînés dans une dimension inconnue ou expulsés à un autre moment. Le gars a demandé à sa compagne si elle aimerait faire un voyage similaire avec lui. Kirona lui lança un regard indigné. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas du tout. Elle a suggéré qu'ils aillent en vite. Elle a demandé combien de temps il restait jusqu'à la lisière de la forêt. Jade a assuré qu'il s'agissait d'une marche de 2 heures. Par conséquent, il lui a suggéré de se taire et de prier Thérèse pour que la chance les accompagne. La fille se tourna vers le gars avec indignation, l'accusant en face qu'il n'y avait plus de justice en lui. Jade demanda avec un sourire ce qu'elle attendait d'un mercenaire de l'Est. Il a précisé ce que cette déesse avait fait pour lui dans la vie. Kirona se demandait pourquoi il avait une telle attitude envers la religion. Elle m'a rappelé qu'il n'était pas n'importe qui, mais un natif de la famille Eclipse. Le type se tenait devant elle, un peu honteux. La jeune fille était sûre d'avoir raison. Elle a dit qu'il était le fils de la comtesse, qu'il est un descendant de Yuri Eclipse, le chevalier de la flamme. Parmi les 7 décrits dans la collection de Theresia, il est le plus vénéré de tous les Mihadas, que l'histoire d'Eclipse fait forte impression. La jeune fille commença à citer « Chevalier de l'amour, du sacrifice de soi, de la flamme ». Le gars lui a demandé d'arrêter et de fermer la bouche, mais elle continua « Un chevalier à la passion brûlante et à la folie ». Le gars serra les poings et serra les dents fermement. Il tendit la main vers la poignée de l'épée à sa ceinture. Je pensais que cette fois il la ferait définitivement taire. Mais alors le bruit d'un coup se fit entendre. La jeune fille jura. Le gars était alarmé par ce qui lui était arrivé. Elle se tenait le front et gémissait. Kirona tourna son épaule vers son compagnon surpris et lui assura qu'il y avait quelque chose à venir. Le gars a répondu qu'il n'y avait rien là-bas, et il ne croyait pas à ces bêtises. Mais lui-même sentait quelque chose à portée de main, quelque chose qui l'empêchait d'aller plus loin. Jade testa la solidité de cet écran avec son poing, mais sa main rebondit. La jeune fille a demandé avec inquiétude ce qui s'était passé et ce qui se passait. Le gars a dit qu'elle avait tout vu elle-même, qu'ils étaient verrouillés. Il se frotta le front, essayant de trouver le meilleur moyen de sortir de cette situation. Kirona a affirmé que le réveil du basilic avait néanmoins déformé l'espace, ou bien le monstre aurait pu installer un piège géant pour les attraper. La jeune fille a demandé ce qu'il devait faire maintenant. Jade a pensé que cela valait la peine de revenir, mais elle était contre le fait de se retrouver au milieu de la forêt. Le gars lui a dit de déménager si elle voulait rester en vie. Le mercenaire a assuré que s'ils allaient à la lisière opposée de la forêt, ils pourraient peut-être y trouver un moyen de s'en sortir. Kirona en doutait. Et s'ils ne parviennent pas non plus à trouver un moyen de s'en sortir. Mais ensuite, les gouttes de pluie ont commencé à tomber. Et bientôt, cela s'est transformé en averse. Jade tira la main de la jeune fille. Elle résista en jurant. Il l'a mise sous un arbre. Kirona continuait à jurer, lui demandant avec indignation pourquoi il faisait une telle chose. Jade lui dit que la pluie est venimeuse.
La jeune fille frémit involontairement. Il a dit que c'était une malchance incroyable. Il a juré que ce n'était pas un acte de chevalerie ou d'abnégation qui coulait dans ses veines. Le gaz a dit que pour un mercenaire, le respect des termes du contrat est plus important que la vie. Et tout cela parce que le client a dit d'amener la fille en toute sécurité, pour qu'aucun cheveu ne tombe de sa tête. Il s'assura qu'il n'avait lui-même aucune soif d'existence. Ces derniers temps, la vie l'a fatigué et ennuyé. Et s'il existe un moyen de mourir paisiblement, alors il l'acceptera avec plaisir. Il couvrit la jeune fille de son manteau. Elle l'a appelée Eclipse. Il lui demanda mentalement de ne pas l'appeler par ce foutu nom de famille, qu'elle n'était qu'un moyen de rembourser sa dette. Mais il l'avoua en entendant l'appel désespéré d'une jeune fille. Il avait l'impression de faire toutes ces bêtises pour la protéger, comme un chevalier qui a trahi son maître pour le bien de l'élu de son cœur. Il sauva la déesse en bloquant le soleil avec son dos, mais ne reçut rien en retour, comme le stupide Yuri Eclipse qui a donné sa vie par amour. Mais ne pouvant rien offrir d'autre, il se promit de ne pas répéter le même sort qu'à son ancêtre. Le gars est tombé à terre. Kirona l'a appelé, mais il n'a pas répondu, il semblait inconscient. La princesse regarda autour d'elle à la recherche de la solution optimale. Elle serra le poing. C'était triste de faire tout ce chemin pour mourir sous la pluie. Le type lui avait aussi donné sa cape et maintenant il gisait immobile sur le chemin sous un arbre. La fille ne comprenait pas. Le gars était génial ou tout simplement stupide. Elle le regarda, l'évaluant. Et au fait, j'ai décidé que de près, il avait l'air encore plus jeune. Elle repoussa les cheveux bruns de son visage avec sa main. Maintenant, elle pouvait prononcer son nom. C'était le plus jeune fils de la maison en faillite Eclipse qui devait devenir mercenaire, Jade Eclipse. En classe, la princesse se demandait pourquoi mémoriser les noms des principaux aristocrates de l'Empire. Et maintenant, il s'avère que cela lui a été utile. Elle toucha soigneusement la peau du visage du gars. Elle a dit au gaz immobile qu'elle l'aimait bien de toute façon. J'ai essayé de le retourner sur le dos. La jeune fille remarqua que de tous les mercenaires qu'elle avait rencontrés, il s'était avéré être le plus fidèle. Mais elle se rendit compte que cette dévotion était, bien sûr, liée à l'argent et non à elle-même. Et elle a décidé qu'elle entreprendrait de sauver Jade. Il lui semblait qu'il serait un excellent subordonné. Les nuages revenaient, menaçant de pluie. La princesse a roulé le gars sur le manteau et l'a traîné le long du chemin. Il lui paraissait très lourd. Kirona a dit que le ravisseur avait eu de la chance. Après tout, où ailleurs dans l'Empire pourrait-il trouver un employeur comme elle? Elle aperçut un pilier au loin. J'ai été surpris qu'il puisse s'agir d'une cheminée. Cela signifie qu'il pourrait y avoir une maison et des personnes vivantes qui viendraient à leur aide. Lorsque la fille a traîné le gars sur la route, elle lui a dit que lorsqu'il se taisait, il était encore plus mignon. Elle a promis qu'à leur retour dans la capitale, elle le nommerait comme garde. Kirona a dit au gaz inconscient qu'il devrait considérer cela comme un honneur. Après tout, même si l'on combine le passé et le futur, il était le seul patient que la première princesse de Miadas a personnellement enduré. La lumière était allumée dans la maison, et une colonne de fumée sortait de la cheminée. L'hôtesse gémit et s'agita. Elle était surprise que des invités aussi importants viennent dans un endroit aussi modeste. La jeune fille était reconnaissante que leurs invités non invités soient considérés comme importants. Le feu brûlait vivement dans la cheminée, crépitant. L'hôtesse a affirmé que les invités étaient en fait importants. La vieille dame a dit que, heureusement, ce type est assez jeune. Et le fait qu'il soit rapidement parvenu à elle pour éliminer le poison a contribué au fait que ce qui s'est passé n'affecterait en rien sa santé. La jeune fille était surprise que la maîtresse de maison connaisse autant les blessures. À quoi elle répondit que même si elle était déjà une vieille femme, elle était magicienne. Et dans ma jeunesse, j'ai travaillé comme guérisseur. En regardant le gars, elle a affirmé qu'il ressemblait à un mercenaire. Mais elle ne comprenait pas comment une chose pareille pouvait lui arriver. Il toussait dans son sommeil. La jeune fille commença à parler du basilic, qu'il semblait avoir tendu un piège bloquant leur chemin vers la forêt. Et puis, ils ont été pris sous la pluie empoisonnés. Mais la jeune fille ne s'attendait pas à ce que le gars soit si gravement blessé. La vieille femme a demandé à la jeune fille si elle allait bien. Elle a répondu qu'elle n'était pas du tout blessée. Et le gars est comme ça parce qu'il l'a protégée de cette pluie avec son imperméable sous l'arbre. Kirona se reprochait que les blessures du gars étaient plus graves qu'elle ne l'avait imaginé. Et je me sentais coupable. Et maintenant, elle ne savait pas comment le rembourser. Mais le magicien a assuré que personne ne prendrait de paiement après avoir rempli son devoir, qu'il n'oserait pas rester les bras croisés. Pendant ce temps, elle pansait les blessures du gars à l'épaule. Elle a assuré que le gars devait prendre soin d'elle comme la prunelle de ses yeux
et rester proche de la princesse. La vieille femme se retourna vers la jeune fille et lui sourit sournoisement. La jeune fille a fait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait. Mais la maîtresse de maison a dit que cela valait la peine d'abandonner les conventions. Et elle a demandé de l'appeler simplement Sonia. Kirona était étonnée que son interlocuteur l'apprenne. Elle recula. Après tout, elle a définitivement caché la couleur de ses yeux avec de la magie. Je pensais que l'efficacité pourrait diminuer avec le temps. La vieille dame a demandé qui lui avait donné une potion aussi inepte. Et elle a conseillé à la jeune fille de renvoyer le magicien qui avait fait un tel travail de piratage. Elle a dit qu'elle ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de reconnaître la couleur des yeux de Madame Theresia, que dans ce monde, seuls les membres de la famille impériale peuvent avoir les yeux ambrés. Dans le ciel, de légers nuages couvrirent la lune pâle. Jade se réveilla et sursauta brusquement, regardant autour d'elle avec prudence. Le feu crépitait chaleureusement dans la cheminée. Il ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé, mais il se souvenait très bien qu'il avait été pris sous la pluie empoisonnée. Puis je me suis demandé où était passée cette fille. Il était toujours gêné par sa toux. Il se gratta la tête en réfléchissant, soupçonnant que son compagnon avait simplement profité du moment et s'était enfui. Le gars regrettait déjà de lui avoir mis dans les oreilles l'idée d'un séjour dangereux dans la forêt locale. Et maintenant, en marchant dans la forêt, elle pourrait définitivement mourir. Il serra les dents de frustration. Mais ensuite, la pointe d'une lame toucha sa poitrine. La jeune fille tenait le métal autour de son cou et lui fixait l'épaule. Elle lui a demandé comment il dormait. La jeune fille a demandé comment il devrait s'appeler. « Hey, kidnapper ou Jade Eclipse !» Le gars pensait que cette fouine avait réussi à découvrir son nom. Le mercenaire se détourna d'elle. Il a dit qu'il devrait utiliser son nom au lieu d'utiliser des surnoms offensants. La princesse a assuré que s'il ne voulait pas mourir, il valait mieux qu'il la suive. Ils quittèrent la maison et suivirent le chemin. Le gars a demandé où ils étaient et où ils allèrent maintenant. Kirona a dit que c'était la maison du magicien qui l'avait sauvée. La jeune fille s'est retournée par-dessus son épaule et a dit en souriant joyeusement qu'elle l'emmenait nager. Bientôt, les fourrés s'écartèrent devant eux, révélant la surface de l'eau semblable à un miroir. Les étoiles se reflétaient dans l'eau avec des milliers de petites lumières. C'était tout simplement un spectacle fascinant, presque magique. La princesse a affirmé que, selon le magicien, cette source minérale aide les blessures à guérir plus rapidement. Jade était déjà debout, torse nu, se couvrant d'un tissu. Il a été surpris que la jeune fille ait cru la première personne qu'elle a rencontrée. Il l'a accusée de ne pas penser du tout au danger. La jeune fille s'est retournée et a dit par-dessus son épaule qu'elle n'avait rien à perdre et qu'elle n'avait plus de temps non plus. Elle a dit que c'est pour cela qu'elle ne s'est pas enfuie, mais qu'elle a décidé de l'amener ici pour l'aider et panser ses blessures. Kirona lui a demandé de l'écouter attentivement. Qu'ils ont alarmé le basilic, et sans un corps sain, il est inutile de courir et de se cacher, ou de se battre et de se défendre. Elle a dit qu'il était temps pour le gars de fermer la bouche et de grimper rapidement et silencieusement dans l'eau de la source. Mais le mercenaire continuait de douter. Il n'était pas sûr qu'il y ait quelque chose de dangereux là-bas. La fille a jeté le gars dans l'eau de manière décisive et inattendue. Il se groupait et gargouillait non loin du rivage. Jade sortit de l'eau et commença à injurier la jeune fille. Mais j'ai été très surpris de voir comment se comportaient ses blessures. Après une pause, le gars a dit de manière surprenante que ses blessures guérissaient vraiment. Son sauveur du rivage répondit fièrement que tout cela était tout à fait attendu. Selon elle, s'il y a une maladie, il doit y avoir un remède. Le gars tourna brusquement la tête vers elle et lui demanda ce qu'elle avait l'intention de faire. Il se détourna de la jeune fille et entendit un gargouillis. Et 1 minute plus tard, une fille se tenait devant lui, également dans l'eau. Je lui ai demandé s'il allait vraiment profiter de tout seul. Kirona a affirmé qu'elle l'avait poussé dans l'eau pour vérifier si tout allait bien. Jade était en colère contre son acte égoïste et grossier. Mais la jeune fille a affirmé qu'après ses cordes et sa marche, tout son corps lui faisait mal. Le mercenaire y réfléchit. Après tout, il semblait que la fille appartenait définitivement à une aristocratie de haut rang. Après tout, comment peut-on se comporter ainsi? Il a décidé qu'il devait sortir de l'eau et réfléchir à quoi faire avec cette dame. Mais elle lui prit la main. Elle a dit qu'ils avaient besoin de parler. La jeune fille a remarqué de nombreuses cicatrices sur son dos. Elle a demandé depuis combien d'années il travaillait comme mercenaire. Le gars a répondu qu'il était environ 5 heures. Elle lui a demandé quel âge il avait maintenant. Jade, lui tournant le dos, répondit qu'il avait 17 ans. Il ne comprenait pas quel genre de conversation elle avait avec lui en sous-vêtements. Kirona a dit au gars qu'il avait le même âge qu'elle. Elle a demandé qui avait ordonné son enlèvement et quelle récompense avait été promise.
Jade a répondu qu'elle n'avait aucune utilité pour cette information. Et il se demandait pourquoi il répondait à ces questions avec autant d'obéissance. Kirona se souvint qu'il avait précédemment déclaré qu'il devait 200 millions. Et elle était prête à l'embaucher et à payer le montant total. Mais le gars a assuré que si elle disait des bêtises, laissez-la apporter des arguments valables en sa faveur. Que s'il s'adresse à elle, il doit savoir quelle est la tâche qui lui est assignée. Kirona a dit qu'elle ne pouvait pas encore le lui dire. La mercenaire a dit qu'elle cherchait, mais elle ne comprenait pas quoi exactement. Jade a dit que leur conversation était terminée. Que si elle voulait l'embaucher, elle devrait alors fournir les informations nécessaires. Il a dit qu'il ne croyait pas à ses bêtises, qu'elle avait accepté de rembourser son énorme dette. La princesse a dit qu'elle cherchait la fleur Nadalin. Le gars a insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec des fous. J'ai été surpris qu'elle ait opté pour la fleur des légendes. La jeune fille, furieuse, demanda qui avait dit que cette fleur n'existait pas vraiment. Pourquoi tout le monde est-il si sceptique? Jade a admis qu'elle pouvait exécuter les ordres de l'impératrice. Mais il a prévenu qu'il s'agissait d'un aller simple, qu'il voulait la retirer de la politique ou simplement la tuer. Mais la jeune fille lui a assuré que tout était complètement différent. Ensuite, le gars a admis qu'elle avait besoin de la fleur personnellement. Elle a confirmé. Puis il en demanda la raison, supposant que quelqu'un était malade. Elle a confirmé qu'elle était malade.